Le leader, il a un cercle et il dit où je vais. Il montre la direction. Gouvernement, ça vient de gouvernateur, c'est celui qui dirigeait les trirèmes, qui donnait la direction. Stratège, c'est pareil, je donne la direction. La différence qu'on va prendre aujourd'hui, c'est que le manager, c'est celui qui va être capable d'accompagner la direction, donnée par le leader. Donc notre objectif aujourd'hui, vous dire comment recruter ces leaders, comment les conserver, comment les féliciter ou comment nous-mêmes devenir leaders autour des 5 points clés évoqués. Le premier point, avoir une conviction. Et quand vous voyez en gros le code civil ici, c'est que finalement, au-delà du fait qu'on pourra se dire, Napoléon, bon, il a fait des guerres, pour info, il y a eu quand même 3 ou 4 fois moins de morts pendant les 20 ans où Napoléon est intervenu que pendant les 5 années qui ont fait cette fameuse guerre de sécession américaine. A-t-il si bien communiqué, nous y reviendrons. Et donc ce code civil, Napoléon, il y croyait. Ce qui fait qu'une petite date à retenir, alors que il y avait encore des personnes qu'on brûlait pour leur religion, qu'on pourchassait pour leur religion dans certains pays, que dans d'autres pays frontaliers de la France, on était jugé sans savoir pourquoi, Napoléon, il avait quand même cette conviction fondamentale qu'il y avait un code qui devait être le même pour tous. Et en 1806, alors qu'en Espagne encore, on avait quelques difficultés avec des règles fondamentales de non-discrimination, on se retrouve avec le code civil traduit en plus de 26 langues. La première chose, c'est qu'il avait cette conviction et qu'à travers ses différents discours, il a voulu la porter. Et cette conviction, il l'a portée notamment en se disant qu'il voulait apporter un peu d'ordre après la Révolution, c'est-à-dire ne pas sacrifier la Révolution, mais en lui donnant un peu d'ordre, car tous les travers que la période révolutionnaire connaissait risquaient de faire revenir les idées qu'il n'appréciait guère. Première chose donc, un leader, il se reconnaît à travers une conviction qu'il a envie de partager et du temps qu'il est prêt à donner. Et il faut bien se le dire, pour être leader, parfois on va prendre du temps sur d'autres activités. Et on va devoir ne faire que ça. Napoléon, qui a changé Paris, n'y a pas passé plus de 3 ans. Au-delà de la conviction, point numéro 1 qu'on pourrait retenir à travers le code civil, il faut savoir se recruter. On pourrait dire qu'en gestion de carrière, on a tous entendu cette phrase dans nos organisations, vous savez, en gestion de carrière, bien sûr, il y a la gestion de carrière, et puis vous êtes acteur de vos mobilités, vous êtes acteur de votre gestion de carrière. Parfois, c'est l'expression vertueuse que la RH utilise pour dire « je ne vais pas faire grand-chose ». Mais on a aussi une vraie conviction derrière cet élément. Napoléon, au début, pas trop identifié. Il est là, il tape à la porte à Toulon, il dit « moi j'ai une idée pour prendre cette place forte aux Anglais ». Personne n'écoute, puis un changement de général, puis enfin on lui donne la parole, il monte, puis il commence à prendre un peu de place. Et là il y a le directoire qui dit « on va t'envoyer en Égypte ». C'est pas mal l'Égypte, c'est une super expédition, on va faire de la recherche, on va trouver des vieux trucs qui vont passionner tout le monde, tu pars avec plein de savants, t'es chef mec, t'es chef. Alors il part en Égypte, et effectivement, il n'est pas dupe, hein. Il avait envie de visibilité, on reparle un peu de com'. Puis il arrive là-bas, ça se passe pas trop mal au début, et puis il est connu, Napoléon, pour avoir abandonné son armée en Égypte. D'une certaine façon, il l'a fait. Un leader prend parfois des décisions difficiles. Cette décision difficile, il l'a prise pourquoi? Parce que quand il s'est retrouvé dans le désert, face à un pharaon, il était très très sensible à la beauté de la perspective, mais il a commencé à sentir qu'il ne serait pas le protagoniste qu'il avait besoin d'être pour devenir ce leader. Il avait une conviction, mais en Égypte, il n'avait pas la possibilité d'influencer. L'influence ne se décrète pas, elle se prend également. Et donc il revient en France, il prend un bateau, il avait tout planifié, hein, passer par l'Algérie, au cas où les Anglais arrivent, il se cache, il passe par Alger, il reprend une autre escadre, tout était prévu pour arriver à Paris, et tout organisé pour le coup d'État. Donc Napoléon a organisé ce coup d'État de main de maître de A à Z, quels que soient les petits bazars qu'il y a eu au Conseil, là où il a vraiment finalement pris le pouvoir. Pour info, il a recruté son frère à la tête du Conseil qui lui a permis de prendre le pouvoir. Il avait tout prévu. Je vous ai parlé de recrutement. Donc bien sûr, il faut une conviction et être capable de donner du temps.
Bien sûr, il faut se recruter soi-même. Sinon, on n'est pas écouté. Et ce point-là est décisif. Combien de fois dans les réunions, on entend des gens qui disent des trucs, mais on se dit, mais pourquoi ils parlent? Et puis nous, on a une idée, on a envie d'en parler, et puis on n'ose pas, parce qu'on est pudique. Et cette pudeur, Napoléon ne l'a pas eue. Il ne s'est pas dit, ah, si je prends trop de place, je vais déranger. Ici, il s'est dit, si je ne prends pas suffisamment de place, je vais manquer aux gens que je pourrais servir. Donc savoir s'imposer, c'est une pudeur. Et donc je parlais de recrutement. Effectivement, il ne faut pas que se recruter soi-même. Je vais commencer avec cette phrase avec laquelle j'ai pu échanger, sur laquelle j'ai pu échanger avec Laure et Laurence. Une phrase qui est chère à des pays, c'est pas de leadership sans secondship. Intuitivement, ça veut dire que bien sûr, on ne pourra pas être chef. On ne pourra pas être chef si on ne peut pas s'appuyer sur les autres. Wellington, pas vraiment le meilleur copain de Napoléon. Wellington, donc on trouvera de bonnes biographies, dans pas mal de livres, dès qu'ils ne sont pas anglais, parce que sinon ils n'arrivent absolument pas à être dans l'objectivité, alors que nous on est particulièrement objectif sur Napoléon, rappelons-le nous. Évidemment, Wellington, il disait, moi je délègue jamais rien. Ben, je suis allé regarder en détail la bataille de Waterloo. C'est vrai qu'il était partout, c'est même pour ça qu'il a pu la gagner cette bataille, parce que dès qu'il y avait un problème, il prenait son cheval, il y allait. Mais au bout d'un moment, il était quand même obligé de compter sur des soldats super solides, pas que les soldats anglais, notamment les Hanovriens ou les Hollandais. Donc ce que je veux dire, c'est que même Wellington, qui est la personne la plus connue pour dire je ne délègue jamais, parfois il était obligé de déléguer. De Wellington à Napoléon, il y a le fait que Napoléon, lui aussi, a eu beaucoup besoin de s'appuyer sur les personnes autour de lui et de les recruter. Qui a-t-il recruté notamment? Davout. En fait, Davout, non seulement il était fort, mais en plus, il faisait partie de ces leaders de second plan, donc, qui sont le secondship. Et en fait, quelques leaders que nous voulions devenir, quelques leaders que nous connaissions, ils ont toujours besoin, comme le lion parfois, d'un plus petit que soi en apparence, mais de quelqu'un qui est capable de faire quelque chose parfois d'extraordinaire. Donc Davout, pour résumer, il s'est fait envoyer dans une situation où il s'est retrouvé à gérer le plus gros des forces prussiennes. Il était à 1 contre 3, et il a tellement admirablement dirigé, il était tellement précis, qu'il a foutu une tôle, pour être clair, au mec d'en face, alors que Napoléon avait dit, du haut de sa posture de stratège habituelle, bon alors les vrais méchants, ceux qui sont très nombreux, ils sont à gauche. Ben non, ils étaient à droite. Et donc beaucoup de personnes parlent du fait que Napoléon, effectivement, n'était pas si bon tactiquement et stratégiquement, mais qu'en revanche, c'était un excellent DRH. Et petite phrase qui n'apparaît pas là, mais que je vais vous proposer, c'est qu'on parle souvent du fait qu'il faut être carré. Et bien dans le mémorial de Sainte-Hélène, page 238, pour ceux qui ont la Pléiade, et bien Lascaz cite cette phrase de Napoléon qui recrutait toujours des personnes qui disaient carré. C'est-à-dire qu'il voulait que les gens aient autant d'intelligence que d'analyse, que d'enthousiasme et de courage. Et en fait, c'est ça qu'il appelait être carré, de base et de côté. Si le courage prend le pas sur l'analyse, on devient téméraire. Si l'analyse prend le pas sur le courage, on devient pusillanime. Donc il avait des fiches de poste claires sur qui je recrute dans mon équipe. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de conviction, je n'ai pas donné de contre-exemple. Quand je vous ai parlé de se recruter, je n'ai pas donné de contre-exemple. Mais pourquoi est-ce que Napoléon finalement n'a été un leader pendant une durée finalement assez courte et sur un périmètre pas si important quand on voit que des personnes comme Alexandre, ou même les Hittites, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, avaient des espaces plus larges que Napoléon? Et bien parce que notamment il s'est planté en recrutement. Il n'a pas recruté celui qui a inventé le bateau à vapeur. Donc il n'a pas recruté un bon qui aurait pu lui permettre d'envahir l'Angleterre. Par contre les Anglais l'ont recruté, Fulton. Ils l'ont recruté, ils l'ont même payé à rien faire. Pour surtout pas qu'il aille servir Napoléon. Bon, il a vu le truc, il s'est barré aux États-Unis, c'est pour ça qu'on voit Tom Sawyer sur le Mississippi. Et pas Napoléon en Angleterre. Non seulement il n'a pas recruté les meilleurs, mais en plus il a viré les bons. Combien de leaders aujourd'hui, ou d'entreprises aujourd'hui, se privent des bonnes compétences, non seulement on ne les recrute pas, mais en les virant parfois? Eh bien Napoléon l'a fait. Et un exemple, un nom, tout le monde connaît Clausewitz aujourd'hui. Clausewitz, la stratégie, l'art de la guerre. Mais en fait, le vrai gars qui a écrit les bouquins de Clausewitz, il s'appelle Jomini. J-O-M-I-N-I.
Et pourquoi personne ne le connaît? Parce que même les Suisses, pays d'où il venait, ils ne l'aiment plus. Pourquoi ils ne l'aiment plus? Parce qu'il s'est barré de l'armée de Napoléon en 1813, là où Napoléon avait le plus besoin de lui, pour donner des conseils au tsar. Et sur les conseils de ce gars, le tsar a battu Napoléon. C'est-à-dire que grosso modo, Napoléon n'a pas su garder Jomini. Gardons nos talents si nous voulons être des leaders. Et pourquoi est-ce qu'il s'est barré, Jomini? Parce qu'il n'avait pas eu la promotion qu'il voulait. Ça peut résonner dans la tête de pas mal d'entre nous. Savoir recruter les bons et savoir les conserver. Et cette petite phrase, être capable de recruter des personnes meilleures que nous, avoir cette humilité fondamentale qui fait qu'on se dit « Attends, il est génial celui-là, bon, autant qu'à faire, quand il prendra mon poste et que je serai son adjoint, autant qu'on soit en bon terme. » Mais bon, le virer parce qu'on a peur qu'il nous pique sa place, c'est la meilleure façon de faire en sorte que sa société désapprenne à être leader. Ah oui, pardon, la culture d'entreprise. Napoléon, il a fait un truc quand même assez génial après une fusion. Il avait comme objectif, comme je vous l'ai dit en conviction, de faire la paix civile. Et donc son objectif, c'était d'être capable de rapprocher les Jacobins, les fous furieux avec des bonnets rouges qui voulaient couper la tête, des gars qui voulaient rétablir le roi sur le trône de France. Et bien ce qu'il a fait, il a réussi, vous savez, je crois que les stats, je me suis un peu renseigné avant d'arriver ici, c'est une fusion sur 7 réussie au sens non seulement économique, mais encore surtout de l'entente et de l'atmosphère dans l'entreprise. Napoléon l'a réussi, hein. Il n'y a pas eu de problème sur comment les Français s'entendent entre eux. Alors que dès que Napoléon part en 1814, la chasse aux bleus puis la chasse aux blancs recommence. Il a réussi à faire ce qui s'appelle l'amalgame. C'est amalgamer les idées de l'Ancien Régime et les idées de la Révolution. Un leader est capable de créer cette culture d'entreprise, c'est-à-dire de concilier les intérêts. Comte Ferraud, la Légion d'honneur, par exemple, pour remplacer l'ordre de Saint-Louis. Se recruter soi-même, pardon, recruter des bons, voire des meilleurs que soi, être humble en fait dans son ambition. Et ensuite, comment parler de Napoléon, comment parler de leadership sans parler d'Austerlitz? Austerlitz, c'est un chef-d'œuvre stratégique dans lequel le hasard a une petite part également. Mais grosso modo, qu'a-t-il fait? Pour vous résumer ça comme ça, on va faire un peu de stratégie rapide. Napoléon était plutôt sur la gauche, les Autrichiens et les Russes, ils étaient sur la droite. Et les Autrichiens et les Russes, voyant que Napoléon se rapprochait, ils se barraient doucement en sentant qu'il était un peu trop fort pour lui. Pour eux. Mais plus Napoléon les pourchassait, et plus il devait, terme militaire, se dégarnir, c'est-à-dire laisser des garnisons sur son chemin. Et donc il devait se battre au plus tôt, parce que plus il s'enfonçait en territoire ennemi, plus il devait se dégarnir. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené les autres à croire qu'ils n'étaient pas prêts à se battre pour qu'ils s'arrêtent plus tôt qu'il n'aurait dû s'arrêter. Il a fait une feinte. Comment a-t-il fait? Une feinte, manipulation de l'information. Il a fait croire aux Russes et aux Autrichiens qu'il était à l'agonie, que son armée était fatiguée. Elle arrivait quand même de Boulogne, hein, et il se retrouvait pas loin de Vienne. Ils avaient marché un peu de temps, c'était crédible le fait qu'ils étaient fatigués. Il n'avait même pas toutes ses troupes avec lui la veille de la bataille. Il y en a qui sont arrivés le matin de la bataille, ils ont dormi une demi-heure, on leur a dit allez-y. Donc il a manipulé les informations. Il a fait croire aux Russes et aux Autrichiens qu'il fallait qu'ils aillent attaquer tout de suite et qu'ils l'écrasent le plus vite possible. Parce que pour résumer, pour faire un truc très visuel, Napoléon était à gauche, les Autrichiens et les Russes ils étaient à droite, et un peu plus loin il y avait les Prussiens. Les Russes et les Autrichiens ils se barraient. Ils avaient peur, il y avait que Napoléon était un peu solide, ils se barraient. Et plus Napoléon il avançait, plus, terme militaire, il se dégarnissait, il laissait des garnisons dans les places fortes. Et donc, plus il s'enfonçait, plus il était faible. Donc il devait provoquer la réaction et dire bon, là les Russes et les Autrichiens ils vont se dire je suis trop faible, ils vont m'attaquer. Et donc il leur a fait croire qu'il était faible et ils sont tombés dans le panneau. Première information clé sur cette stratégie. Il devait arrêter la bataille à un moment clé.
Donc être capable de manipuler son adversaire, manipuler son concurrent, c'est ce qu'il a fait. La deuxième chose, c'est qu'il a réussi à reculer et à céder un avantage tactique fondamental qu'il avait, c'est le plateau de Pratzen. Pratzen, à part à Saint-Cyr, on nous fait faire une fête là-dessus aujourd'hui, et même nous on ne sait plus exactement ce que c'est, tellement on fait la fête dessus. Pratzen, c'était un plateau stratégique clé pour la bataille. Et bien Napoléon, il descend du plateau pour étayer la thèse de sa faiblesse. Il laisse un moment, un endroit clé aux adversaires, qui ne perdent pas une minute pour s'en emparer. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il était capable, c'est une phrase qu'on nous disait souvent à Saint-Cyr, manager c'est prévoir. Bon, tout c'est prévoir, c'est d'anticiper, c'est pas mieux, c'est pas mal par contre. Et bien sûr qu'il anticipait, mais il était capable de prendre des risques. Ce risque, c'est laisser un plateau tactique fondamental pour pouvoir complètement refermer son piège sur l'adversaire. Et pour résumer, les Autrichiens sont allés en haut, les Russes sont allés en bas. Il s'est d'abord occupé des Autrichiens et ensuite il s'est rabattu sur les Russes. Et donc il a fait quelque chose qui appartient au leader, c'est être capable de ne pas faire une bataille classique, mais de faire une bataille exceptionnelle. Pourquoi est-ce que, encore une fois, nous ne sommes pas là que pour faire l'apologie de Napoléon, même si vous aurez senti, il y a quand même un petit parti pris. Après on a parlé de Wellington, c'est quand même pas mal. C'est que Napoléon, génie militaire par plein d'aspects, secondé par une armée enthousiaste, capable de faire des discours transcendants, et malgré tous ses talents, il n'a pas réussi à assumer le prix d'une erreur stratégique sans doute fondamentale, une manque de connaissance des fondamentaux économiques performants de l'époque, puisque finalement il ne faisait que reprendre le flambeau du protectionnisme colbertiste. Et fermer les frontières, ça coûtait énormément de temps et d'argent. Pourquoi Napoléon est-il allé se battre en Espagne et au Portugal? Pour fermer les frontières du Portugal aux marchandises anglaises. Pourquoi Napoléon a-t-il franchi le Niémen et est-il allé en Russie? Parce que les Russes avaient ouvert leurs ports aux marchandises anglaises. La décision stratégique du blocus continental était une erreur insoutenable tactiquement, même pour un génie militaire. Donc, encore une fois, nous essayons non seulement de vous donner quelques exemples autour de Napoléon, mais de faire en sorte que vous ne discréditiez pas trop notre discours en essayant d'être objectif autant qu'on y arrive. Pour terminer, la communication. On en a déjà parlé. Il faut se faire voir. Pour se faire recruter, il faut donner le signal. Pour se faire recruter, pour recruter les autres, il faut leur donner le signal, il faut leur donner envie de venir. Il faut communiquer de façon pertinente sur le signal. C'est le prix Nobel d'économie Spence sur l'effet de signal, avec l'étude des diplômes qui donne un signal porteur, le signal fondamental. Donc Napoléon se recrute, Napoléon recrute. Napoléon est capable de tromper. Et Napoléon, il n'avait même pas passé un an à la tête de l'armée d'Italie. En 1796-1797, il avait déjà créé 4 journaux. 4 journaux. Et non seulement des journaux où il parlait de lui-même, mais en plus des journaux où il se permettait de donner des infos sur la France à des gens qui y habitaient. Il y avait un journal, c'était La France vue de l'armée d'Italie. Il faut quand même un peu de culot. Mais donc, au-delà du fait qu'effectivement Napoléon n'oubliait pas forcément la communication, voire savait la mettre en œuvre de main de maître, il parlait non seulement de l'homme, mais également des institutions. Et dans le début de l'année 1805, il n'y avait pas encore le bulletin de la Grande Armée. En 1805, il crée les bulletins de la Grande Armée. En même pas un an, près de 70 bulletins sont produits. Et à chaque campagne, on sera sur une trentaine de bulletins qui étaient quasiment rédigés par Napoléon lui-même, afin que Paris, la France, ait les informations que lui-même voulait gérer. Un leader sans communication, le serait-il tout simplement devenu, puisqu'il ne se serait pas recruté, il n'aurait pas convaincu des personnes de venir bosser avec lui, il n'aurait pas manipulé l'information pour ses adversaires, il n'aurait pas maîtrisé sa communication, et nous le savons tous, quand on ne communique pas, c'est la mauvaise communication qui prend le dessus. Et si on a cette conviction fondamentale, si on croit à ce qu'on fait, ne laissons pas la place à ceux qui, eux, ont peut-être le manque de discernement qui fait qu'on n'aime pas leurs idées, mais le culot d'en parler à tout va. Il faut être capable d'être le leader qui prend le pas, il faut être capable d'être le leader qui influence. Et là-dessus, 2 petits points avant d'arriver à la conclusion. Souvent, on est en réunion et on entend des gars qui parlent
On se dit, oh là là là, qu'est-ce qu'il nous dit encore celui-là? Et nous, on est là, on n'a pas envie de déranger. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, depuis, vous avez vu, j'ai un peu changé, je suis moins pudique, mais à l'époque, à l'école, je n'osais pas poser des questions. Je me disais, je vais encore faire chier le prof. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi, si je parle pas, mais c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la parole. Et donc, c'est essayer de se dire que la pudeur qui part de l'idée qu'on ne veut pas déranger, eh bien, en fait, elle nous amène parfois à nous empêcher de donner ce qu'on est aux autres. La pudeur, si c'est ne pas déranger les autres, eh bien, il faut être capable de proposer aux autres nos services. Et si les autres, nous, on ne veut pas, ils nous diront non. Mais donc, ne soyons pas pudiques à moitié. Si on ne veut pas déranger les autres, proposons-leur nos services. Et le dernier point sur la communication, c'est que Napoléon a vu Machiavel. Parce que Machiavel, dans l'art de la guerre, était un de ceux qui avaient le plus insisté sur l'importance de la communication. Mais Napoléon, à Sainte-Hélène, il a préféré dire que Machiavel disait que des âneries et qu'il ne connaissait pas l'art de la guerre. Bon, enfin, il n'a pas été très reconnaissant, mais l'important, c'est que nous nous rappelions aujourd'hui tous ensemble que la communication, depuis Machiavel et bien avant, est un élément clé pour devenir un leader. Pour conclure, un slide qui est important, parce que déjà visuellement, il parle consulting. On est sur quelque chose de synthétique. On est sur quelque chose qui regroupe dans un triangle l'ensemble des éléments. Quel était l'objectif de notre réunion? Quel était l'objectif de cette présentation? Être capable de se dire que le leadership, au-delà de toutes les quêtes épistémologiques fondamentales que nous comprenons, et comment on le met en œuvre concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? Comment je recrute les gars qui seront leaders? Eh bien, je me dis, c'est quelqu'un qui sait recruter un leader, c'est celui qui saura recruter. Comment je promeux en interne quelqu'un que j'identifie comme un leader? C'est quelqu'un qui, dans son équipe, sera capable de ne pas perdre les talents. Comment je promeux un leader, encore une fois? C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, atteint un résultat exceptionnel. Donc, ce qu'on veut faire là, à travers Napoléon, c'est être concret et se dire comment concrètement je mets en place ma politique pour nous former collectivement à être des leaders, parce qu'une association, une entreprise, une organisation leader aura ces éléments collectifs, mais également individuellement, comment est-ce que je fais des leaders ou comment je les reconnais, pour pas que Joe Mini se rebarre chez les Russes. Et avant de terminer, les deux derniers points plutôt pour terminer, le hasard et le besoin du regard externe. Quand Napoléon est rentré en Russie, il y a un lièvre qui est passé devant son cheval et qui l'a fait tomber de cheval. Les paysans russes et les historiens russes qui ont analysé cet événement ont dit « Attends, nous on aurait eu un tsar qui rentre dans un pays, il y a un lièvre qui fait tomber son cheval, mauvais présage, on n'y va pas, je me barre. » Si Napoléon avait suivi le conseil du paysan russe, il ne serait pas allé en Russie. Bon, après, on écrira une uchronie une autre fois, mais en tout cas, il n'aurait pas été en Russie. Et la dernière chose, donc, c'est que le leader, il se retrouve parfois seul face à un présage. Comment il l'utilise? Quelle information je prends comment? Si Napoléon s'est tellement planté à Iéna, c'est qu'il a mal utilisé les informations, mais heureusement, il avait recruté Davout. Et donc, une des choses que le leader doit conserver en tête, malgré les affirmations de Wellington, malgré l'assurance de Napoléon, c'est qu'il doit conserver au fond de lui-même cette introspection, cette humilité qui l'amène à demander un regard externe, à essayer de rester toujours ouvert à des expertises nouvelles afin de solidifier son processus de décision et de la sorte réduire encore un peu par une logique d'acteurs complémentaires la part laissée au hasard, tout en sachant que le hasard sera à jamais indomptable et peut-être heureusement. Et pour conclure, ça me fend le cœur de vous le dire, mais je crois que Napoléon aurait peut-être dû à l'occasion plus écouter Talleyrand. Merci.